Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons d'abord nous présenter rapidement. Donc, je suis Martial Mathieu, professeur d'histoire du droit et co-directeur du master droit des libertés. Je co-dirige cette mention de master avec Serge Slama, qui est professeur de droit public. Il est spécialiste de droit des étrangers et je suis spécialiste d'histoire des droits de l'homme. Alors, nous allons vous présenter tout d'abord le contenu de cette formation. En ce qui concerne le déroulement de la présentation, vous savez que donc, nous avons d'abord 10 minutes consacrées à la présentation du master. Et ensuite, nous allons conserver donc une dizaine de minutes pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Donc, en ce qui concerne les objectifs de la formation, les objectifs pédagogiques visent, comme pour tous les masters, à acquérir des connaissances spécialisées, donc à approfondir un certain nombre de matières que vous avez étudiées dans votre cycle de licence. Alors, la spécificité du master en droit des libertés, c'est qu'il s'agit d'une discipline qui est au carrefour du droit public et du droit privé, de l'histoire du droit et du droit positif, du droit interne, du droit international et du droit européen, de la procédure et du droit substantiel également, des matières de fond. C'est une spécialité qui nécessite pour cela une ouverture sur un certain nombre de disciplines complémentaires, telles que l'histoire du droit, mais également la philosophie, la théorie du droit ou l'anthropologie du droit, qui permettent de compléter les connaissances techniques par la connaissance des fondements des matières étudiées. Donc, les points forts de ce master à Grenoble, c'est qui sont liés aux spécialités des membres de l'équipe, c'est le droit des étrangers et c'est également donc l'histoire des droits de l'homme. En ce qui concerne les objectifs professionnels, il s'agit de préparer les futurs diplômés à exercer une profession juridique au sein d'organisations internationales spécialisées dans la protection des droits de l'homme ou dans des organisations non gouvernementales, de se préparer également à la profession d'avocat ou à des carrières dans la fonction publique. Donc c'est une spécialité qui permet de préparer toute une série de concours différents. Et puis, il ne faut pas oublier, même si cela ne concerne pas la majorité des diplômés, que c'est un master qui propose une formation à la recherche et qui prépare donc aux carrières de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je laisse la parole à Serge Slama pour vous présenter le contenu. Merci. Donc, le master se déroule sur 2 années, comme tous les masters désormais. Donc, évidemment, ce sont des semestres. On a conçu des matières fondamentales et des matières de spécialité. Il y a un certain nombre d'options qui permettent de garder un profil plutôt publiciste, plutôt privatiste ou internationaliste. Et comme vous l'avez compris, dans les fondamentaux, il y a des matières d'histoire de la protection internationale européenne des droits de l'homme et de protection internationale européenne des droits de l'homme, avec des TD à chaque fois, hein. Et ça sera pareil au deuxième semestre. Il y aura contentieux constitutionnel, matière fondamentale, et droit des étrangers et de l'asile en deuxième matière avec TD. Et puis ensuite, on a décliné avec toujours ce souci de maintenir d'une part des matières historiques, d'autre part des matières de droit international et aussi des matières de droit pénal ou de droit public, puisque on a une approche transversale des droits de l'homme à chaque fois. Donc, je prends un exemple, on fait histoire du droit des étrangers au premier semestre, puis au deuxième semestre, il y a le cours de droit des étrangers sur les sources, et en deuxième année, il y aura un cours de contentieux des étrangers, donc ça permet d'être assez complémentaire. C'est pareil pour la protection internationale des droits de l'homme, vous verrez qu'il y a histoire de la protection internationale européenne, droit de la CEDH, droit de l'Union européenne. Donc, on a aussi une vision globale de cela. En première année, il est possible de faire un stage, mais il n'est pas obligatoire. Et il est possible aussi de s'inscrire à la clinique juridique sur sélection des dossiers. Là aussi, c'est bonifié. On a rajouté un certain nombre de professionnalisations comme l'anglais, par exemple, ou la méthodologie de la note de synthèse pour préparer des examens ou des concours. Ensuite, Peut-être la deuxième année. oui, peut-être juste une chose Oui, à ajouter sur les modalités de la première année, oui. c'est qu'un certain nombre de matières sont mutualisées avec d'autres mentions de master.
alors que donc vous ne serez pas uniquement avec la promotion du Master droit des libertés. En revanche, donc, et là je vous rends la parole pour la deuxième année. Pour la deuxième année, donc pour le coup, il y a moins de cours mutualisés. C'est vraiment une forme de spécialisation. Cette fois-ci, on a opté plutôt pour des séminaires. En règle générale, c'est un format séminaire avec l'effectif du master, donc une trentaine d'étudiants. Là aussi, il y a des possibilités de spécialisation dans les matières historiques, contentieuses ou critiques. Donc, il y aura des choix à faire, notamment sur l'UE3. Et l'idée est à chaque fois d'avoir des modules de 24 ou de 18 heures ou de 12 heures selon les cas, et avec à chaque fois la volonté d'emmener les étudiants à se spécialiser dans un champ et à aussi aborder l'ensemble des dimensions des droits de l'homme. La deuxième année, les semestres sont assez courts puisqu'on commence dès septembre pour finir en décembre les examens du premier semestre, et puis on reprend dès janvier pour finir en mars. Et on a la particularité de préparer à 2 concours de plaidoirie, puisqu'il y a le concours K5 qu'on prépare depuis assez longtemps, le concours de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a lieu mi-mars, et on espère toujours qu'une équipe soit qualifiée. Et depuis cette année, on essaye aussi de préparer le concours vedette de questions prioritaires de constitutionnalité. Là aussi, il y a des dimensions cliniques juridiques, et l'idée est souvent d'avoir un projet clinique sur 2 ans, donc avec une sélection sur 2 ans, et les projets se prolongent entre la première et la deuxième année. Et il y a aussi des apprentissages à la recherche, notamment on a un atelier de recherche qui permet de préparer une journée d'études et une possibilité évidemment de rédiger un mémoire de recherche. Mais on a fait un système au choix, c'est-à-dire les étudiants choisissent entre eux le travail clinique, s'ils sont sélectionnés, le mémoire de recherche dans une perspective de recherche avec éventuellement un stage de recherche et un rapport de stage, un rapport de stage thématisé même pour ceux qui, euh, qui choisissent le stage. Et ça, c'est c'est une spécificité de ce master. Vu l'investissement demandé par le stage ou par le mémoire de recherche, nous avons pris le parti de permettre aux étudiants, d'offrir aux étudiants un choix entre les 3 options, donc clinique, mémoire de recherche ou stage. Vous voulez le présenter ou je le fais Allez-y, oui, rapidement, parce que là, de manière synthétique, on reçoit à peu près 700 dossiers, y compris les étudiants étrangers, les étudiants internationaux, c'est un peu plus de 700 dossiers. On va retenir 30 dossiers, la capacité d'accueil est fixée à 30 personnes cette année, sachant qu'il y a en plus quelques étudiants en mobilité, puisqu'il y a des possibilités de mobilité. La première année, on avait un taux de réussite de 100%, donc on espère le maintenir. On a tout de même beaucoup d'heures de formation. Le total du master, c'est plus de 600 heures de formation avec des options tout de même. Et on essaye d'avoir des modalités à la fois des matières fondamentales, mais aussi des matières pratiques et des professionnels du droit. C'est peut-être aussi une des particularités de ce master, c'est qu'évidemment, il y a des universitaires, on est une équipe d'universitaires, mais on essaye dans les séminaires pratiques de faire intervenir des magistrats, des avocats, des responsables d'associations ou des responsables de préfecture, donc pour avoir une vision extrêmement concrète de la protection des droits de l'homme. je vous laisse peut-être ajouter un mot sur la Graduate School. Alors, une grande originalité de ce master, c'est qu'on s'est rattaché à une graduate school qui s'appelle STEAM, donc Société en transition économique, écologique et numérique. Les graduate schools, ce sont des formations pluridisciplinaires à vocation de recherche, ce sont des programmes thématiques. Donc là, c'est sur la thématique de la transition. Et on va sélectionner en début de Master 1 2 à 3 étudiants de notre master qui, pendant 2 ans, vont participer à ce programme thématique. Ils vont devoir participer à une journée d'intégration et à des semaines d'université d'été et d'université d'hiver. Ils vont devoir faire aussi un mémoire de recherche. Et en contrepartie, on les dispense d'une matière par année correspondant à 24 heures. Et ils vont donc travailler avec des étudiants d'autres masters en sciences sociales de manière transversale, transdisciplinaire, sur des démarches de recherche. Et l'issue, c'est d'essayer de former des étudiants en recherche. Et il y a d'une part des bourses qui sont dédiées, notamment pour les étudiants internationaux, des possibilités de stage en laboratoire, mais aussi des possibilités d'avoir des contrats doctoraux, c'est-à-dire de faire des thèses
sur des sujets transversaux en lien avec la transition. Donc ça, c'est vraiment la grande originalité de notre master. On est le seul master juridique pour l'instant à être attaché à une graduate school et je pense qu'en termes de recherche, c'est très intéressant. En ce qui concerne les activités qui ne figurent pas dans le programme du master, il y a donc de la part de la direction et de l'équipe pédagogique la volonté d'organiser le maximum d'interventions de spécialistes donc de différentes questions donc en relation avec la protection des droits de l'homme, alors notamment à travers une conférence de rentrée. Cette année, c'est le professeur François Saint-Bonnet qui est intervenu sur les états d'exception. Et ce qui est intéressant, c'est que François Saint-Bonnet est un historien du droit qui a soutenu sa thèse donc sur la notion d'état d'exception, mais c'est également un spécialiste des états d'urgence ou de toutes les déclinaisons actuelles donc des états d'exception. Et il est venu présenter aux étudiants du M1 et du M2 son analyse de l'état d'urgence sanitaire en particulier. Nous avons reçu également le professeur Véronique Champaille-Desplats qui a présenté aux étudiants du master son ouvrage donc de théorie des droits et libertés. Donc, c'est une spécialiste de théorie du droit qui enseigne à la faculté de droit de Nanterre et donc qui a présenté le projet qui est à l'origine de son ouvrage et qui a discuté de son contenu avec les étudiants. Et à la fin de l'année universitaire, nous organiserons, Serge Tama en a parlé, hein, donc c'est le but de l'atelier recherche donc qui est proposé au Master 2. Nous organiserons une table ronde autour d'un certain nombre de spécialistes donc de la question des états d'urgence et ce sera également l'occasion d'organiser la cérémonie de baptême de la promotion avec, alors je ne sais pas si Serge voulait... Normalement, Agnès Calamar, qui devrait être marraine de la première promotion. L'idée est qu'il y a un séminaire collectif thématique. Cette année, on a pris vraiment le thème des états d'exception. Donc, c'est pour ça qu'il y a une conférence d'ouverture par François Saint-Bonnet. Et donc, on espère clôturer par une journée d'études organisée par les étudiants, toujours sur un bilan des états d'exception demain, quoi. Et donc, on va essayer de maintenir cet état d'esprit, d'avoir régulièrement des intervenants extérieurs et si possible aussi des visites, hein, des voyages. On n'a pas pu le faire cette année. Enfin, on l'avait organisé, mais elle a été annulée pour motifs sanitaires. Mais si on réussit à réorganiser ces voyages, donc ça peut. On a eu une conférence au Conseil de l'Europe, mais qui était à distance. Donc, on espère pouvoir réorganiser un voyage, puisque là aussi, c'est important pour les étudiants. Sachant que sur le Conseil de l'Europe, la partie peut-être la plus intéressante du voyage que nous avions prévu, c'était d'assister à une audience de la Cour européenne des droits de l'homme. La Grande Chambre. Mais en raison des conditions sanitaires, des contraintes sanitaires, le voyage n'a pas pu se tenir. Je passe à la dernière diapo rapidement. Donc là, on a été un peu bavard. On a débordé donc sur les 10 minutes, mais Serge, je voulais commenter rapidement les attendus et ensuite nous répondrons à vos questions, évidemment. Si Les attendus sont assez classiques pour un master de droit. Il faut avoir une licence de droit ou un diplôme équivalent, notamment d'IEP. On prend aussi des formations bidisciplinaires, droit langue, droit Sciences Po, par exemple. Il faut avoir un bon niveau général. On a beaucoup de dossiers, donc il y a une sélection. Donc, sur le niveau, mais aussi sur l'engagement, sur les stages, sur l'intérêt pour les droits de l'homme. Et il ne faut pas hésiter à le mettre en avant dans les lettres de motivation. On voit aussi la cohérence entre le parcours intérieur et le projet professionnel et le souhait de faire ce master de droits de l'homme. On a aussi une ouverture sur le pluridisciplinaire, on l'a vu avec la Graduate School, ou sur les matières non juridiques, ou sur la dimension critique ou théorique. On a un master bidisciplinaire de droit et d'histoire du droit. Donc, et on valorise ici la maîtrise de l'anglais, de la langue anglaise, puisqu'il y a certains cours qui ont lieu en anglais, pas tous, mais il y a des possibilités de cours en anglais. Et la capacité de travail de manière collaborative dans le cadre d'une clinique juridique ou dans le cadre de la Graduate School ou de certains séminaires. Voilà, je pense qu'on peut répondre aux questions dans le temps qui nous reste.
Alors, sur la moyenne, c'est difficile de préciser. Il faut parce qu'on a un système de sélection où, en fait, c'est l'ensemble du dossier de l'étudiant qui est évalué. Donc, ses notes dans les 3 premières années de droit, avec des systèmes de bonus et de malus, mais on valorise aussi éventuellement des stages, du bénévolat en association, le fait d'avoir fait des années à l'étranger, le niveau de langue. Enfin, on a un ensemble de critères assez développés qui nous permet d'avoir une note avec un bonus, avec des bonus et des malus et un classement des étudiants pour l'admission dans le master. Le master est plutôt à un bon niveau, c'est-à-dire la première liste d'une trentaine d'étudiants, c'est souvent des étudiants qui ont entre 12 et 15 de moyenne. Mais ensuite, vous savez sûrement qu'il y a des systèmes de listes complémentaires qu'on déroule au fur et à mesure des désistements, puisque sur e-candidat, il y a des étudiants qui se désistent. Et donc, au fur et à mesure, on peut appeler des étudiants qui ont peut-être un moins bon niveau académique, mais qui, par ailleurs, ont montré leur intérêt pour les droits de l'homme. Donc, il peut y avoir des étudiants un peu moyens en termes de notes, mais qui sont tout de même pris dans notre master au regard d'investissements, par ailleurs, sur les questions de droits de l'homme. Combien d'étudiants? On est à 30. Hein. Je suis désolé, il y a mon chat qui n'arrête pas de passer. C'est mon chat qui fait la vedette. Et je ne veux pas traiter mon chat comme Kurzuma, hein, je vous rassure. Donc la question, c'est combien d'étudiants? On sélectionne 30 étudiants. La capacité d'accueil, c'est 30 étudiants. En plus, il y a quelques étudiants en mobilité ou en convention. Alors, les étudiants qui partent en mobilité sont-ils comptés dans la capacité d'accueil? Non. Non, les étudiants en convention en mobilité ne sont pas intégrés dans la capacité d'accueil. Alors, il y avait une question sur est-ce que vous valorisez un élément plus qu'un autre ou bien c'est l'ensemble du dossier? Comme l'a expliqué Serge Lama, le classement est d'abord fondé sur le niveau qui ressort donc de la moyenne des 3 années de licence. Mais donc un étudiant, par exemple, qui aurait une moyenne sur les 3 années qui serait peut-être un peu plus faible que la limite pour être dans la liste, soit dans la liste principale ou la liste complémentaire, peut compléter parce que peut compenser ce déficit en moyenne parce que nous avons un système de bonus qui permet d'attribuer donc des points. Donc par exemple, c'est ce qu'évoquait Serge Lama, lorsque le dossier fait état d'un engagement ou d'une expérience dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on a comme type de... Il peut y avoir des étudiants méritants. On prend en compte aussi... non, mais comme exemple concret, il y a des services civiques, par exemple. Services civiques, stages, bénévolat en association, engagement étudiant. Donc ça, il faut bien valoriser dans le dossier, enfin dans la lettre de motivation, par exemple. Oui, on rajoute, parce que par rapport à la moyenne générale, on fait une moyenne générale des notes, on part de ça, mais ensuite, il y a vraiment un système de bonus-malus en fonction. S'il y a une incohérence de parcours, on peut retirer des points. Si en revanche, le projet professionnel est bien monté, on voit qu'il y a un intérêt pour les droits de l'homme, qu'il y a un certain nombre d'engagements, on peut rajouter des points. Et donc, un étudiant qui aurait une note un peu moyenne peut se retrouver sélectionné dans le master parce qu'on cherche vraiment des étudiants qui ont un intérêt pour les droits de l'homme. On ne doit pas être là par hasard, en fait, dans ce master. Notamment des étudiants qui sont intéressés par les approches pluridisciplinaires, enfin, les matières historique, critique, pluridisciplinaires, où l'intégration dans la graduate school, c'est aussi un élément assez important dans le cadre de ce master. On est aussi intéressé par les étudiants qui veulent faire de la recherche. On n'est pas qu'un master professionnel, évidemment, on prépare aussi à un certain nombre de métiers, hein, mais on veut bien aussi accueillir des étudiants qui sont intéressés par des thèses, par de la recherche, par rédiger un mémoire. Alors là, il y a une question sur le calendrier. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vérifié le calendrier de la sélection. Quelles sont les dates des premiers résultats de sélection? C'est les mêmes dates que tout le monde, donc c'est à la mi-juin. Tout le monde pour l'UGA, pour la faculté de droit. Oui, mais en fait, la fac de droit, on s'aligne sur le... Oui, mais ce n'est pas harmonisé avec les autres établissements, c'est ça le problème. Donc, c'est mi-juin?
Oui, grosso modo, Donc, c'est un tout petit peu plus tôt que l'année passée, je pense. mi-juin, ce qui va être publié, c'est la liste des. Vous aurez le résultat si vous êtes admis sur liste principale ou sur liste complémentaire ou refusé. Et ensuite, quand la deuxième partie de la question, jusqu'à quand pouvons-nous recevoir une réponse, l'expérience des 2 années donc, de l'application de la sélection en master montre que les réponses peuvent arriver très tardivement, puisque on a des désistements jusqu'au enfin, mois d'août, jusqu'à la réouverture universitaire, août, début septembre. Alors, on aimerait limiter ce phénomène-là. Donc, on essaie de prendre des mesures pour que les inscriptions soient vraiment définitives à la mi-juillet. Dans l'idéal, ça serait ça. Malheureusement, cette année, on a dû réadmettre des étudiants jusqu'à fin août, puisqu'il y avait des désinscriptions et des désistements. Donc, c'est ça qui pose problème. Mais dans l'idéal, on aimerait bien que le 23 juillet, quand on ferme les portes de la fac, la promo soit complète, tout le monde soit inscrit et qu'il n'y ait plus de désistement. Mais ça dépend plus des étudiants que uniquement de nous. Mais il y a vraiment une volonté de la fac d'éviter ce phénomène de fuite d'étudiants à la dernière minute. Voilà. Et normalement, toutes les universités disent qu'elles vont faire un effort là-dessus pour publier plus tôt leurs résultats et donc il n'y ait plus de phénomène de mercato du mois de la fin du mois d'août.